critique ton combattant préféré, épisode 6 ou 7, je sais même plus honnêtement. Mais on commence tout de suite avec Daniel Cormier. Juste avant, vous connaissez la musique. Mettez le pourcentage de batterie plus le like en commentaire. Je vous promets que la différence quand vous le faites et quand vous le faites pas, je la remarque, vous la remarquez. La différence entre les stats est énorme. Parce que je suis une petite chaîne. Je vais le répéter tout le temps, hein, mais je vous promets que ça aide de fou à développer la chaîne. Alors si vous voulez vraiment m'aider les gars, et que vous regardez de temps en temps mes vidéos, ou juste que vous venez de découvrir et que vous aimez bien un petit peu, s'il vous plaît les gars, je vous demande juste ça, ça vous prend 3 secondes et je vous promets que ça m'aide de fou. On commence avec Daniel Cormier. Alors Daniel Cormier, la critique que je peux lui faire, hein, c'est quoi? C'est tout simplement que le mec est gros. Alors oui, vous allez me dire, mais t'es grossophobe, je sais pas quoi. Non, je suis pas grossophobe. Daniel Cormier, c'est un de mes combattants préférés. Sauf que Daniel Cormier, tu vois, imagine un Daniel Cormier, déjà que ce mec est l'un des GOAT du MMA et que les seules personnes contre qui il a perdu, c'est le GOAT des light heavyweight John Jones et le GOAT des heavyweight, c'est les seules personnes contre qui il a perdu. Imaginez si ce Daniel Cormier avait en plus un corps sec. Je vous promets que... Parce que là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte et tout? Les gars, quand votre corps est sec... Personnellement, j'ai déjà été gros quand j'étais plus petit, tu vois. Et même là, récemment, il y a 2-3 ans, je l'étais encore. J'ai été à la salle. Maintenant, c'est bon, j'ai réussi à être plus sec qu'avant. Je suis très bien physiquement. Mais je connais la différence entre le fait de déplacer un corps avec du gras et déplacer un corps avec beaucoup moins de gras, limite pas de gras. Je vous promets que la différence sur les performances, elle est énorme. Donc là, je pense que vous avez compris de quoi je parle. Daniel Cormier, il a toujours eu du gras, tu vois. Je pense qu'il a juste une génétique qui favorise énormément la prise de gras. Tu vois, moi aussi j'ai cette génétique. Pour autant, j'ai réussi à être tracé. Mais je ne dis pas que Daniel Cormier est un mauvais combattant. On a pu le voir. Les seules personnes contre qui il a perdu, c'était John Jones et Stipe Miocic, tu vois, deux des GOAT du MMA. Mais je pense que si Daniel Cormier aurait justement séché, aurait pris plus de muscles et justement aurait perdu du gras, je pense honnêtement qu'il aurait, il aurait pris sa retraite invaincu, il aurait jamais perdu. Et je pense que c'est juste ça le problème avec Daniel Cormier. Et pour autant, c'est pas un problème, hein, parce que ce mec est quand même l'un des GOAT du MMA et l'un de mes combattants préférés. On passe à Oumar Nurmagomedov. Alors Oumar Nurmagomedov, la critique que j'ai à faire sur lui, c'est frérot, ne te pète pas la main dans ton prochain combat. Parce que là, on a pu voir ce combat contre Merab, qu'il a gagné 3-2, hein, je le redis et je le redirai autant de fois qu'il veut. Il a gagné ce combat 3-2 parce que, en fait, le problème, c'est que les gens pensent que Merab a gagné juste parce qu'il a célébré. Alors qu'honnêtement, la seule chose qu'il a fait, c'est le mettre au sol 2-3 fois sur... Enfin, 2-3 fois. 7 fois en tout. Là, en fait, le problème, c'est que les gens pensent que Merab a gagné juste parce qu'il a mis au sol Oumar 7 fois et que à chaque fois qu'il le mettait au sol, il faisait un signe, etc. Et du coup, ça rendait le combat intéressant et tout le monde criait. Pour autant, je vous invite à re-regarder ce combat sans le son, sans entendre les gens qui crient pour Merab. Regardez ce combat sans le son et sans prendre en compte le fait que Merab danse parfois et se fout de la gueule de Oumar. Vous allez tous vous rendre compte, et je le dis honnêtement, hein, je pourrais faire une vidéo complète pour vous montrer, mais bon, j'ai pas le droit de montrer les combats UFC. Je pourrais faire une vidéo complète pour vous montrer ce qui s'est passé. Oumar a gagné ce combat 3-2. C'est juste que vu que les gens prennent en compte le fait que tout le monde était en train de crier quand Merab le mettait au sol, parce que le mettre au sol en Nurmagomedov, c'est un truc de fou. Et vu que les gens prennent aussi en compte le fait que Merab était en train de célébrer, ce qui fait qu'on pense qu'il faisait ça facilement, je vous promets que Oumar a gagné ce combat 3-2. Mais c'est pas ça dont on parle aujourd'hui, mais je voulais faire cette petite parenthèse parce que c'est extrêmement important pour moi de vous montrer que Oumar a gagné. Mais bref, Oumar, par pitié, dans ton prochain combat, ne te casse pas la main au premier round. Parce que s'il ne serait pas cassé la main au premier round, on sait tous que déjà, vu qu'il a gagné le combat contre Merab, imaginez ce qu'il lui aurait fait. Ça aurait fini par TKO ou KO. Oumar Nurmagomedov, s'il te plaît, renforce-toi musculairement et afin que la prochaine fois, tu ne te casses pas quelque chose dans ton prochain combat. C'est la seule chose que je demande pour Oumar. On passe à Demetrious Johnson. Demetrious Johnson, le problème, la seule critique que je peux lui faire, c'est qu'il est parti. Alors oui, vous allez me dire, mais frérot, il avait 38 ans, encore heureux. Sauf que frère, même à 38 ans, t'as vu le niveau qu'il avait? T'as vu à quel point il était chaud? T'as vu à quel point il était en train de laver tout le monde? Imaginez si là, à l'UFC 310, Pantoja, il a call-out Demetrious Johnson. Imaginez s'il revient pour un combat à l'UFC. Parce que l'UFC lui a déjà fait une offre de 2 millions ou 3 millions de dollars, je crois. Imaginez si l'UFC aligne les 10 millions. Ils alignent les 10 millions et ils font cette proposition à Demetrious Johnson. Imaginez si Demetrious Johnson combat contre Alejandro Pantoja. La masterclass que ça pourrait être. Parce que là, certains me diront, mais non, c'est des flyweights, on s'en fout. C'est les deux meilleurs flyweights de l'histoire. Si ces deux combattent, je pense honnêtement que c'est l'un des plus gros combats de l'histoire de l'UFC. Et que ce sera potentiellement le meilleur combat à regarder en termes de performance et de skill. Mais bon, ça reste seulement une hypothèse. Je sais que ça n'arrivera jamais.
Mais Demetrio Johnson, la seule chose que je peux dire, c'est malheureusement, c'est qu'il est parti à la retraite alors qu'il était encore ultra bon. Mais je comprends largement son choix et j'aurais fait exactement la même chose à sa place. Arman Tsarukyan, la seule critique que je peux lui faire, c'est que le frérot ne combat pas, frère. Oh, ton dernier combat c'était à l'UFC 300, on est à l'UFC 314 là qui va arriver. T'as toujours pas combattu et t'es toujours pas booké. Comment c'est possible? Alors oui, vous allez me dire, mais à l'UFC 300, il s'est pris 6 mois ou 9 mois de bannissement parce qu'il a frappé un fan. Oui, je suis totalement d'accord. Mais il a quand même été booké à l'UFC 311. Et même à l'UFC 311, il était là, il allait se préparer, etc. À la fin, au dernier moment, il nous dit quoi? Ah, j'ai mal au dos, les frères. Wesh, comment ça t'as mal au dos? Ça fait 1 an, on attend que tu reviennes. Tu nous dis quoi? J'ai mal au dos. Et puis quoi encore? Même si t'as mal au dos, remonte sur l'octogone. Qu'est-ce que tu racontes? À la place, on a eu quoi? On a eu Moïcano, mon frère. Moïcano. Je le kiffe, Moïcano. Y a pas de problème. Mais frère, Moïcano, Arman Tsarukyan. La différence de niveau, elle est stratosphérique. Arman Tsarukyan contre Islam Makhachev. Je vous promets que beaucoup de gens pensent que Islam aurait tabassé. Je pense que le combat aurait été extrêmement serré. On se rend pas compte du niveau d'Arman Tsarukyan. Ce mec a un talent pour la MMA. Je pense honnêtement que c'est ça le problème d'Arman Tsarukyan, c'est le fait que le frérot, déjà UFC 311, il se barre au dernier moment et on n'a aucune explication, hein, juste qu'il avait mal au dos. Encore au jour d'aujourd'hui, on n'a pas eu d'explication. Hein. Seule chose qu'on pourrait potentiellement se dire, c'est que bah il s'est tapé Nina Drama, moi je sais pas, j'ai aucune idée. Mais bref, Arman Tsarukyan, le problème c'est quoi? C'est que le frérot ne combat pas. Maintenant, on attend qu'il combatte et j'espère que la prochaine fois qu'il va combattre, ce sera une masterclass. Dernier combattant, Jiri Prochazka. Jiri Prochazka, son problème, c'est que le frérot n'a pas de garde. Je sais pas si vous regardez ses combats, hein, je pense que vous les regardez quand même parce que ce mec est un putain de GOAT. Il ne met jamais sa garde. Son premier combat contre Alex Pereira, il s'est pris un KO. Deuxième combat contre Alex Pereira, il s'est repris un KO. Frérot, mets ta garde. Il met les bras en bas comme ça, en mode wesh, à quoi ça sert? On t'a appris toute ta vie dans ta carrière de MMA à mettre ta garde, et toi tu fais quoi? Tu mets tes bras vers le bas. Quel intérêt? Mets ta garde, Jiri, par pitié, t'es l'un des meilleurs combattants des light heavyweight, t'es devenu champion, s'il te plaît, réapprends à mettre ta garde, même si je sais qu'il a un style spécial, etc. On a bien vu qu'il est quand même ultra bon. Imaginez s'il apprend à être discipliné dans son style et à bien mettre sa garde et à bien se défendre. Je vous promets qu'il redevient le champion et qu'il écrase Alex Pereira. Il n'y a même pas de débat. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura fait kiffer. Comme je vous dis à chaque fois, mettez votre pourcentage de batterie. Je l'ai répété au début, je le répéter à la fin. Mettez votre pourcentage plus un like, les gars. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous promets que ça aide de fou la chaîne. Et sur ce, à la prochaine. À plus.